Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo découverte orientée cinéma et plus précisément cinéma documentaire en évoquant un film qui s'appelle How to Save a Dead Friend, réalisé par, alors il va falloir que je m'applique, par Marusia Siroeshkovskaya. Voilà, c'est assez difficile à prononcer. C'est une documentariste et artiste russe qui propose ce film assez inédit. Je vous propose déjà de commencer par voir la bande-annonce et puis après j'essaierai d'expliquer un petit peu mon ressenti, euh, ce qu'est le concept de ce film et à mon sens pourquoi il faut foncer le voir, et je vous donnerai en description le lien pour le voir puisqu'il est disponible sur arte.tv, plateforme de streaming gratuite, et ce jusqu'au 18 février 2023. Donc là, pendant les prochaines semaines, si vous désirez voir ce film que je vais vous présenter là, c'est à portée d'un clic dans la description, tout simplement. Donc déjà, on va regarder la bande-annonce et après, je vous expliquerai un petit peu ce que raconte ce film et pourquoi, à mon sens, c'est une perle de cinéma, c'est du grand cinéma, euh, du grand documentaire. Bref, on regarde la bande-annonce. В 2005 году мне было 16, и я была уверена, что это последний год моей жизни. Хочешь попробовать? Умеет. Но потом на Гранж-форуме я встретила Кими. Кирилл, скажите, эти съемки трудно вам дались? Тимми, ты чувствуешь себя строителем социальной ячейки? Ты не снимаешь? Нет, серьезно, надо придумать. Ну да. Так бывает. Двигайтесь на путь. Охренительно. Не грусти, Кимя. Мы выдержим. Alors, il y a deux, trois petites choses à préciser d'entrée avant même d'explorer plus profondément le sujet et la réalisation du film. Déjà, le point de vue politique. Pourquoi j'ai besoin de faire une précision là-dessus tout de suite, c'est que je suis tombé récemment sur un reportage de France Info qui date d'il y a 5 ou 6 mois, au moment où le film tournait dans certains festivals français, etc. Et le reportage de France Info était extrêmement politisé, orienté sur la politique, euh, du fait du contexte de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc le reportage de France Info disait beaucoup, c'est la Russie de Poutine, c'est le monde de Poutine et c'est la jeunesse sous Poutine, et qui au lieu d'appeler la Fédération de Russie, dit la Fédération de la dépression, et c'est Poutine. Et via la rencontre avec la réalisatrice, lors de questions dans le reportage, on pose beaucoup de questions sur est-ce que vous êtes libre de parler en Russie, comment est-ce que vous vivez la censure en Russie, etc., etc. Donc il y a un axe qu'on peut entrevoir dans cette bande-annonce hyper politisée, hyper politique, qui, à mon sens, n'est pas le premier axe de ce film, c'est-à-dire que c'est pas le sujet en fait. Poutine, on s'en fout dans ce film, on en a rien à foutre. La politique est quasiment un sujet secondaire, de second plan, parce que c'est un film intimiste, tout simplement. C'est pas un film sur la politique de la Russie. La politique de la Russie est dans le décor, dans le paysage du film, mais ce n'est pas un film politique sur la Russie, c'est un film politique sur la jeunesse, sur un état d'une certaine jeunesse en Russie,
Mais on pourrait faire sans doute le même film dans certains quartiers d'autres pays en fait, et poser les mêmes questions politiques que certains des intervenants du film posent. C'est-à-dire que dans ce film, vous découvrez Kimi, un jeune homme dépressif, profondément dépressif et dans le mal-être, qui par moments évoque la situation politique de la Russie, mais comme le ferait un jeune en France, un jeune au Maghreb, un jeune aux États-Unis, un jeune dans les pays scandinaves, etc. Donc c'est juste un jeune qui s'exprime sur la situation politique du pays dans lequel il vit, sachant que par ailleurs, dans sa vie personnelle, il a vécu des traumatismes qui justifient, à mon sens, bien plus son état présent au moment du tournage des images que seulement le contexte politique. Donc déjà, il faut vraiment mettre ça de côté parce que voilà, pourquoi je précise ça et pourquoi ça me semble important de le faire. C'est parce qu'après avoir vu ce reportage de France Info, je me suis dit, il y a des gens qui vont refuser de voir ce film, qui vont cracher dessus d'office, qui vont se priver en fait de voir un excellent film documentaire, un magnifique film documentaire, tout simplement parce que potentiellement ils ont des vues sur ce conflit Ukraine-Russie qui ne correspondent pas au schéma entre guillemets pro-européen, médiatisé, etc. Donc qui, dès qu'on leur présente un film sur certains sujets, les rejettent d'office parce qu'ils se disent ouais, bah, c'est un film qui se fout de la gueule de Poutine, c'est un film qui est contre nous, les gens qui soutenons Poutine, ou qui disons que Poutine c'est pas le diable, etc. Alors que c'est pas du tout le sujet, mais pas du tout. Et moi, ça me frustre de me dire que des gens qui sans doute s'estiment être lucides, libres d'esprit, etc., vont se couper d'un tel film qui est magistral, sous l'influence de reportages ou de présentations beaucoup trop orientées sur la politique. Donc voilà, je voulais déjà le dire, donc je m'adresse spécifiquement aux gens qui se sentent, entre guillemets, pro-russes, ou qui se sentent anti-Ukraine, ou en tout cas, pas besoin d'être manichéens à fond, mais qui sont méfiants vis-à-vis des médias, du récit sur les conflits, sur les guerres, etc. Moi, je peux pas leur faire le reproche, je comprends qu'on soit méfiant face aux propagandes au pluriel, aux AUX, propagande avec un S, qui, dans les situations de conflit, ont tout un intérêt d'influence quoi, sur les esprits, donc évidemment. Mais c'est pas la question. Donc, un malheur pour ce film, je trouve, c'est d'être sorti à ce moment-là, c'est-à-dire au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce que, voilà, maintenant je vais entrer dans le vif du sujet, même si l'expression est questionnable dans le contexte de ce film, le vif du sujet, c'est... Quoique c'est peut-être parfait comme expression, enfin bref. C'est tourné sur 12 années. C'est une jeune femme qui se prend de passion pour la caméra, c'est-à-dire qui décide de filmer tout ce qui se passe autour d'elle, de filmer ses amis, et qui documente en partie sa propre dépression, son propre mal-être, et explique donc au début du récit qu'elle avait décidé à un moment donné de se foutre en l'air, en fait, de sauter la vie, et qui finalement, grâce à cette passion, c'est dit très clairement à un moment dans le film, a poursuivi sa vie grâce au fait de filmer ses proches, grâce au fait d'enregistrer le réel qui l'entoure, et sans doute potentiellement d'avoir à l'esprit un projet futur de montage, donc de film, peut-être pas de cinéma, mais en tout cas de compilation de ces images pour leur donner du sens. Et c'est ce que fait ce film, il donne du sens aux images qu'elle a filmées sur une 12aine d'années, et finalement, assez tôt dans le film, on s'intéresse à Kimi, donc son ami, qu'on voit dans la bande-annonce, le jeune homme aux cheveux blonds qui a un petit côté Kurt Cobain. Et finalement, elle se met à documenter son mal-être à lui et la relation qu'elle entretient avec lui, d'abord d'amitié, après d'amour, ensuite de rancœur, on pourrait dire, de déception, et puis finalement de soutien inconditionnel. Et quand je le dis, ça me touche. Parce que je repense à ce qu'on voit dans le film, le lien qu'on explore entre ces deux personnes dans le film, qui est un documentaire, je le rappelle, c'est pas de la fiction. Et c'est extrêmement touchant parce que, évidemment, il y a de la noirceur, il y a du mal-être, il y a quelque chose de très difficile à observer. Encore une fois, au-delà du contexte politique, c'est des histoires humaines. Il faut qu'on puisse se projeter dans ces histoires humaines en tant qu'être humain, pas en tant que citoyen français qui regarde l'état de la vie pour les citoyens russes. C'est-à-dire, c'est quoi l'expérience de la vie humaine ? Et est-ce que seule la politique d'un pays fait du mal aux gens ? Non. Et ce film le démontre, c'est-à-dire qu'il y a une histoire personnelle aussi. Et puis il y a l'impact de l'usage de drogue, très présent dans ce film.
il y a peut-être aussi quelque chose à questionner, qu'on questionne très peu et qui m'a toujours intéressé, moi personnellement. Bon, c'est pas appuyé dans le film, mais l'impact de la culture grunge, de la culture pas apolitique, mais rebelle, un peu anarchiste. C'est-à-dire, est-ce que ça nous fait du bien ou du mal de continuellement regarder ou écouter des œuvres qui nous exposent l'état merdique du monde? Voilà. Euh, Kurt Cobain, c'est un homme qui s'est suicidé parce que finalement, la machine médiatique et le star system euh, lui avaient infligé une trop grande pression. C'est-à-dire que il était déjà pas bien dans ce monde quand il a commencé à faire de la musique, et puis finalement, quand on l'a mis sous les projecteurs, il s'est foutu en l'air parce que c'était pas naturel de crier à la face du monde: je fais pas bien, je déteste ce monde, et d'être adulé pour ça. Donc lui-même, Kurt Cobain, questionnait cette chose-là dans sa propre vie et à travers sa mort. Donc Kurt Cobain est un personnage récurrent dans ce film parce que Kimi était fan de Kurt Cobain, et Kimi et Marussia sont voilà, des fans de musique grunge, de rock grunge, etc. On voit des concerts, il y a un petit côté vie de squad, je pense, entre amis, etc. Donc voilà. Donc il y a ces sujets-là. Et bien entendu, chose qui est importante en général dans le cinéma documentaire, et dans le cinéma en général, mais en particulier dans le cinéma documentaire, c'est questionner le rôle des images, questionner le rôle de la parole enregistrée, questionner le rôle du souvenir, du montage, du récit, de l'organisation d'un récit, etc. Et finalement, ce film-là, du début à la fin, va poser cette question de la vie, de la mort, et de ce que les images, euh, l'art de façon très générale, mais l'écriture, je pense plus précisément, et la réflexion, euh, qu'est-ce que tout ça nous permet de faire face au deuil, face à la mort. Parce que voilà, la bande-annonce, moi je l'ai vécu un peu comme une forme de traîtrise, mais la bande-annonce ne l'explique pas, mais je vais pas vous spoiler énorme puisque c'est les 3 premières minutes du film. On le sait d'entrée, Kimi meurt. Kimi meurt à un moment. Et finalement, je dis beaucoup trop finalement. Et en gros, je dis beaucoup trop en gros. Et donc, ce film va nous expliquer, dans une sorte de retour en arrière, ce qu'a été la vie de Kimi et de Marussia ensemble. C'est-à-dire comment elle l'a rencontré, qu'est-ce qu'elle a capté chez cette personne, comment elle a vécu et interprété leur relation à tous les deux. Et c'est magnifique parce que ça produit des échos à des moments du film, c'est-à-dire des retours en arrière sur certaines images d'enfance, par exemple des photos d'enfance, euh, où il y a des échos en fait. C'est-à-dire que comme elle a filmé sur 12 années, pardon, et qu'elle a filmé des moments marquants, traditionnels, récurrents, entre guillemets, tous les ans, par exemple les allocutions télévisées des présidents russes euh, au moment du Nouvel An, bah, on voit le passage des années et on sent pas forcément le vieillissement, mais le changement des choses grâce à cet exemple symbolique, c'est-à-dire les différents présidents qui succèdent. Parce qu'il n'y a pas que Poutine dans ce film, on voit les présidents d'avant, Medvedev, etc. Donc voilà, c'est petite parenthèse encore sur la politique, c'est pas un film anti-Poutine, c'est un film sur la solitude à plusieurs, au cœur d'un pays, quoi. Et d'une situation difficile. Le quartier où vit Kimi est un quartier difficile, c'est documenté aussi dans le film, enfin bref. Et grâce à ces moments récurrents, en fait, j'ai l'impression que Marussia Siroueshkovskaya, pardon, euh, a trouvé un principe qui est de baliser son film avec des images, des dispositifs d'images, j'ai envie de dire, récurrents. Euh, Quelque chose qui m'a marqué, moi, par exemple. À un moment donné, les deux personnages apprennent le décès d'un de leurs amis. Kimi est assis sur un lit au téléphone et il note des informations pour savoir comment se rendre aux funérailles. Beaucoup plus tard dans le film, après les péripéties de leur relation un peu tumultueuse à un moment, elle revient voir Kimi et Kimi est assis sur le lit avec sa mère et ils sont tous les deux au téléphone pour savoir comment va le frère de Kimi qui est hospitalisé, qui est en réanimation, etc. Donc on voit un schéma de se reproduire en fait, l'annonce d'une mort ou d'une potentielle mort dans la même pièce, mais il me semble que le papier peint a changé, l'installation de la pièce a changé, Kimi a changé, sa mère a vieilli aussi, etc. Donc il y a un phénomène comme ça
Par ailleurs, à un moment du film, on voit le frère de Kimi qui est vraiment dans une sale situation aussi mentale et sanitaire, boire dans un cul de bouteille en plastique qu'il a découpé, genre le cul d'une bouteille de coca, et puis il sirote quelque chose, je sais pas si c'est du vin chaud ou si c'est juste du coca ou du café. Mais il sirote comme ça, il est assis, puis il raconte sa vie un peu difficile, il a la tête du mec qui a souffert, et il sirote. Et il raconte ses trucs, il parle et tout. Marussia échange avec lui. Et un peu plus tard dans le film, on voit Kimi dans une situation similaire. Il est assis à côté de Marussia qui le filme. Et il a son propre godet, entre guillemets. Lui, il a une petite tasse comme un truc de bouteille isotherme. Et il boit et elle le filme et il sirote et il parle. Et ça produit des échos comme ça. Cette façon d'exploiter les échos, je trouve, peut nous renvoyer, nous tous, à l'expérience du réel. C'est-à-dire, le temps passe, les choses avancent. Et malgré le fait que le temps passe, il y aura toujours des moments, j'ai l'impression, moi personnellement, après je sais pas vous, mais il y aura toujours des moments dans ta vie où tu vivras des situations similaires à peu près, où tu te rappelleras grâce à un élément, par exemple une chanson que tu entends, tu te rappelleras d'un moment que tu as vécu, et tu te questionneras sur où tu en es en ce moment par rapport à ce que tu as vécu avant, et tu te demanderas, est-ce que je regrette d'être sorti de l'époque d'avant? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir progressé? Est-ce que les gens que j'ai connus avant me manquent? Est-ce que mes anciens amis vont bien? Donc l'aller-retour incessant entre le passé, d'où on vient, et ce qu'on vit au jour le jour. Et c'est un film du jour le jour, composé, assemblé après la vie en fait de Kimi, c'est-à-dire après son décès. Donc, How to Save a Dead Friend, la bande-annonce, moi, m'avait laissé entendre qu'elle essayait de sauver Kimi, en fait, ou que Kimi l'a sauvée elle, parce que c'est pas très clair dans la bande-annonce. Je pensais que l'idée, c'était de sauver la vie de quelqu'un, donc de l'empêcher de mourir, et que c'était un jeu de mots sur le fait de dead friend, quelqu'un qui est mort-vivant, en fait, qui n'a plus l'espoir, qui ne veut plus vivre. Finalement, c'est très concret. How to Save a Dead Friend, c'est un peu comment sauvegarder l'image ou le souvenir d'un ami décédé. En fait, c'est ça, le principe de ce film. Donc c'est un film de deuil. L'ami Teddy DeVim, dont je vous recommande les articles, et qui a évoqué le film pour son bilan du Festival international du film d'Amiens, où How to Save a Dead Friend a été primé, parle lui de film de fantôme. C'est un film de fantôme. J'ai un peu échangé avec lui et il utilisait beaucoup l'expression film de fantôme. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant de qualifier les choses comme ça. Ça pourrait être une catégorie de cinéma, ou en tout cas une petite étiquette qui te dit ce que tu vas voir. Parce qu'évidemment, il faut y être préparé. C'est quelque chose d'assez difficile à regarder quand même. Il y a une certaine cruauté, au sens cru, tu vois. C'est cru. J'aurais peut-être dû dire crudité. Mais voilà. Et je pense que beaucoup de gens passent à côté. C'est-à-dire, là, je vois pas beaucoup de retours critiques sur cette page d'Allociné. Sur Sens Critique, je sais plus si tu peux voir l'avis de la critique professionnelle. Je crois pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment pas assez de gens qui voient ce film, qui l'ont vu. Potentiellement, à mon sens, du fait de cette propagande en bien ou en mal. Je dis pas propagande, nazisme, etc. Je dis propagande, publicité, si vous voulez. C'est le discours sur le réel qu'on a dans les médias et qui a un enjeu politique, diplomatique, etc. Donc c'est une forme de propagande, en fait. Quand tu détermines de quelle façon tu vas traiter une information, la communiquer à une foule, que ce soit en bien ou en mal, que tu t'appliques ou pas, que tu aies des intentions malveillantes ou pas, c'est une forme de propagande. Donc voilà, je précise. Et je pense que ce film a souffert de ça. Je pense aussi, paradoxalement, que grâce à la situation entre la Russie et l'Ukraine, peut-être que beaucoup de festivals et de médias ont voulu faire la part belle au cinéma russe et donc inviter des cinéastes russes, parler d'artistes russes, parler de livres russes, de médias russes, un peu dissidents, etc. Donc il y a peut-être des gens qui ont trouvé un écho et une porte d'entrée vers l'Europe grâce à cette situation, paradoxalement. Un grand mal pour un petit bien, j'ai envie de dire. Puisqu'en définitive, il n'y a pas assez, je pense, de gens qui vont à la découverte de ce film. Et voilà, alors pour parler en termes d'émotion, moi j'ai pris une grande claque dans ma gueule, voilà, je veux le dire.
Et si j'en parle aujourd'hui, si je fais une vidéo là-dessus, c'est parce que je veux le recommander aux gens, je veux que vous puissiez bénéficier de cette magnifique œuvre d'art, c'est-à-dire de ce travail incroyable, de cette attention humaine, de la beauté de cette œuvre. Je veux dire, c'est de l'humanité pure et dure. Et comme c'est disponible actuellement gratuitement sur Arte, je vais vous mettre le lien en description, comme je le disais, il n'y a aucune raison de s'en priver en fait. Et c'est un peu pour ça que j'insistais sur l'aspect politique des choses, c'est parce que je veux pas qu'il y ait de frein à la découverte de quelque chose qui est magnifique, c'est-à-dire que je joue un peu le curateur là. C'est un peu à une époque, je parlais de la liste de Schindler à beaucoup de gens, dont je savais qu'ils étaient antisionistes, qu'ils aimaient pas le fait qu'on nous rabâche l'histoire de la Shoah dans les bouquins d'histoire quand on est gamin, et puis à la télé tous les mercredis de l'histoire d'Arte, ça semble être ça, etc. Enfin, donc je savais qu'il y avait des gens qui avaient des a priori politisés sur le sujet Shoah, et je leur parlais de la liste de Schindler, et ils crachaient dessus, sans même se questionner sur la qualité intrinsèque, filmique, cinématographique du film, et potentiellement même sur la qualité humaine et historique aussi du film. C'est-à-dire, il y a un braquage sur certains sujets de la part de certaines personnes, je ne veux pas le juger en bien ou en mal, ce n'est pas mon but ici, mais je veux leur dire à ces personnes qui souvent se prétendent très lucides, en lutte contre des propagandes et en lutte contre des schémas de pensée prémâchés. Méfiez-vous de ça, les amis, parce que vous n'êtes pas forcément si lucide quand, parce que vous aimez pas l'antisionisme, le sionisme, pardon, et l'exploitation du sujet Shoah à des fins politiciennes et d'actualité, etc. C'est pas parce que vous avez ces préconceptions, ce conditionnement, c'est pas parce que vous êtes coulé dans ce paradigme-là que vous auriez raison de vous couper d'œuvres, de livres, de films, de documentaires, de tout ce que vous voulez sur le sujet même. C'est après, faites-vous un avis. Si vous voulez dire que c'est de la merde, les listes de Schindler, libre à vous. Mais ce que je regrette, c'est que je connais beaucoup de gens qui se sont privés de certaines œuvres magistrales parce que leur schéma, leur grille de lecture leur disait ça pue la propagande. Ouais, c'est bon, Hollywood et... Enfin voilà, ça m'embête un peu d'avoir pris cet exemple-là parce que c'est très sensible comme sujet. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, j'ai peur qu'on soit dans le même contexte. C'est-à-dire que c'est un film russe, ça parle de Russie, ça sort à une période, c'est promu à une période où il y a un enjeu sur ce qu'on dit de la Russie et ce qu'on dit de l'Ukraine, et ce qu'on dit de l'Europe, etc. Et ça me dégoûte parce qu'il faudrait vraiment être capable de prendre ce film indistinctement, enfin, distinctement, justement. Il faudrait savoir le prendre à l'écart, ce film. Il faudrait savoir se dire, on s'en fout du contexte. On s'en fout de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on s'en fout de Poutine, il est méchant ou il est gentil, on s'en fout de Zelensky, on s'en fout de l'Union Européenne, on s'en fout de tout ça. C'est un film sur deux personnes. Une, en fait, qui malheureusement n'est plus là, et par ailleurs sur l'autre qui l'accompagnait durant sa vie, qui est encore là et qui a voulu qu'on n'oublie pas la première personne. Voilà, bon, je vais vous spoiler une séquence magnifique. Mais, je précise avant de vous spoiler, je sais très bien que moi je vais la revoir, ça va me toucher profondément, parce que j'ai vu le reste du film autour. J'ai vu ce qui se passe avant. J'ai pu rentrer dans l'intimité de cette relation. Donc quand je vois cette image, cette séquence que je vais vous montrer tout de suite, il y a tout le poids de ce que j'ai vu avant qui se manifeste dans le visionnage de cette séquence. Et écho un petit peu heureux, je trouve, c'est exactement ce que j'expliquais. Quand tu vis une chose dans ta vie qui t'en rappelle d'autres, l'effet d'écho, et qui te ramène au passé, à ce que tu as pu être avant. Et cette chose que tu vois, cet élément qui te rappelle le passé, fait un peu office de support, de médium vers ton propre souvenir. Et ce qui se passe là, c'est Marussia qui, à ce moment-là du film, est éloigné de Kimi et de l'endroit où il vit, suite à des choses que je veux pas décrire ici. Et Kimi lui manque. Et du coup, elle sort sa tablette, qui lui sert sans doute à traiter les images qu'elle filme durant toutes ces années, durant 12 ans, je le rappelle.
Et je sais pas, elle applique des filtres sur les images, elle fait des réglages avec ses doigts sur sa tablette, et le montage de ce film-là, qui au passage est magistral, le montage de ce film mérite des prix, voilà. C'est une leçon de montage ce film. Avis aux monteurs, avis aux documentaristes, avis aux gens qui font du cinéma, de la vidéo. Regardez ce film rien que pour la leçon de montage. Et donc, le montage fait qu'avec la musique, avec le placement de cette séquence à ce moment-là, tout ce que tu as vécu dans le film avant te revient dans la gueule à ce moment-là. Et c'est exactement ce qui se passe avec Kimi à ce moment-là de sa vie. Elle regarde des images de ce qu'elle a fait avec Kimi auparavant. Elle l'a filmé assis sur son lit. Et elle a avancé, elle est ailleurs, elle est avec d'autres gens, et elle repense à lui, et il lui manque. Et, c'est la cohérence entière du film. Jusqu'au principe même de une personne a disparu, est morte, et le film est là pour rappeler cette personne. C'est une question d'écho. Moi voilà, Teddy parle de film de fantôme. Ouais, c'est valable, j'aime bien son expression, mais je sais pas pourquoi moi, l'écho, la notion d'écho m'a vraiment marqué avec ce film. Il y a un truc sur l'écho. Bref, je vous montre cette petite séquence et puis après je vous laisse tranquille et je vous rappelle que le lien pour voir ce film sera dans la description et que c'est magnifique et que j'ai presque envie de vous le garantir. Si vous faites l'effort d'aller voir ce film sur votre écran, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre effort à faire que de faire clac-clac ou tic-tic, j'ai presque envie de vous le garantir. Si vous faites l'effort de voir ce film et que vous allez jusqu'au bout, potentiellement vous aurez les larmes aux yeux. Quasi certainement, vous trouverez que c'est magnifique vous aussi. Et je pense que vous aurez envie de le montrer à d'autres gens. Et à coup sûr, vous vous sentirez connecté à lui, c'est-à-dire dans l'humanité, dans votre expérience de la vie. Il y a forcément quelque chose dans ce film qui vous permettra de vous projeter dans ces personnages, termes techniques, parce que c'est des personnes. C'est un documentaire, faut pas oublier, et c'est fou d'ailleurs que ce soit un documentaire, parce que un tournage sur 12 années, qui a l'intelligence, un peu au gré des divagations, des déambulations, de faire des images qui seront récurrentes dans un montage 12 ans plus tard, et donner cette œuvre magistrale, c'est presque digne de la fiction, quoi. Sauf que c'est pas de la fiction. On se regarde cette petite séquence, dont la poétique me bute, et voilà, j'arrêterai de blablater par la suite. Je coupe mon micro pour la qualité du son. А потом мне позвонил Кими и сказал, что хочет прыгнуть с моста. И что я должна это снять.
Я отругала его и не пошла. Река там очень мелкая, и вполне можно убиться. Но он все равно прыгнул и нашел тех, кто это снял. Если уж Кими что-то решал, то переубедить его было нереально. Un peu un salaud de faire ça, c'est-à-dire que... Mais j'en fais exprès. C'est-à-dire, si vous voulez voir la suite, savoir s'il a sauté, comment ça s'est passé, bah regardez le film. Désolé d'être un salaud comme ça, mais mon but c'est de vous donner envie de le voir. Petite note de passage, ça m'a rappelé quelque chose, le fait de revoir cette séquence. Il y a beaucoup de plans sur les immeubles dans le film. Et c'est marrant à plus d'un titre. Kimi a un tatouage sur l'épaule, Born Sleepy. C'est une référence à Trainspotting et à la BO de Trainspotting par... Oh, je vais plus me souvenir du nom. Born Sleepy par... Ah, je connais le nom du groupe par cœur. Bon, c'est pas grave. Un morceau d'électro, Born Sleepy par... Bon, tant pis, ça m'embête de pas dire le nom parce que c'est un manque de respect, je trouve, pour un artiste, et, pour des artistes, et une chanson que j'ai écoutée 1 milliard de fois dans ma vie aussi, mais bref. Donc il y a des références à Trainspotting un peu tout le long, il y a la présence de la drogue sous forme d'héroïne, il y a ce tatouage Born Sleepy, il y a le décor, vous savez, vieux papier peint, appartement un peu grisonnant, population un peu dépressive qu'on retrouve dans Trainspotting mais dans le contexte de l'Écosse, d'Édimbourg, etc. Et puis il y a des immeubles aussi dans Trainspotting qui symbolisent le passage du temps au final, puisque à la fin de Trainspotting 2, attention spoiler, 3, 2, 1, un immeuble, enfin on voit des immeubles être détruits ou un immeuble être détruit, et je me demande si c'est pas l'immeuble dans lequel Tommy, attention spoiler, 3, 2, 1, vivait et est mort dans le premier Trainspotting. Donc bref. Donc il y a des échos déjà à Trainspotting dans la construction du film, ce que je trouve intelligent, et qui naissent du fait qu'eux-mêmes étaient influencés sans doute par ce film ou l'appréciaient. Et ça vient aussi du fait que Marussia le raconte, et là je vais spoiler une partie du documentaire, c'est peut-être un petit peu dommage, mais tous les deux ils avaient un trip qui était de regarder l'immeuble d'en face. Et quand Marussia explique ça, elle lâche une phrase que j'ai notée, que j'ai republiée sur Twitter, tellement j'ai trouvé ça magistral. Parce que ça exprime quelque chose de leur relation intime à eux. Et puis ça exprime quelque chose de la fonction du documentaire, de la vision, de la représentation de la vie des autres, entre guillemets, dans le cinéma, dans l'art, etc. Et ça représente aussi le rapport de l'un avec l'autre, avec le tout. C'est notre singularité au milieu du monde. Elle dit, si on fixe assez longtemps l'immeuble d'en face, on finit par se voir dans l'une de ses fenêtres. Et cette phrase, cette phrase, c'est, je sais pas comment elle l'a trouvée. C'est les circonstances de la vie. Parce que finalement, eux deux regardaient les vitres de cet immeuble et les appartements de cet immeuble en face du leur, et s'imaginaient que dans l'immeuble d'en face, c'était une autre dimension, une planète 2 un petit peu, dans laquelle ils vivaient tous les deux une vie différente. Plus stable, plus heureuse, plus épanouie, réussie, entre guillemets. Mais hors de ce contexte-là, qui renvoie à leur propre vie à eux, tu prends cette phrase et tu t'en sers pour décrire la fonction du documentaire, du cinéma, de l'art, que tu le veuilles ou non. Si l'art est un immeuble, et que tu fixes l'immeuble assez longtemps, tu finiras par te projeter, par te retrouver dans l'une de ses fenêtres, c'est-à-dire dans un de ses cadres. Et c'est la poétique de cette phrase m'a buté le cerveau. J'étais en PLS, j'étais là en mode... Oh, c'est magnifique une telle phrase. Si tu fixes assez longtemps l'immeuble d'en face, tu finiras par te voir dans une de ses fenêtres. Parce qu'en plus, il y a l'aspect concret des choses. Si tu habites à 200 mètres, à 150 mètres d'un immeuble, toi-même dans un appart en hauteur, et que tu regardes les vitres en face, potentiellement, tu vas te voir dans l'une des vitres. Oui. Vraiment. Concrètement. Physiquement.
Donc c'est dingue. Tu vois, ce film me fait l'effet de quand t'es chez toi et que tu vois une tache lumineuse sur le mur qui se balade et tu sais pas d'où ça vient. Et tu te retournes et tu vois quelqu'un très très loin qui a ouvert sa fenêtre et qui la bouge. Et du coup, t'as un rayon de soleil, c'est-à-dire ce qui nous surpasse tous, ce qui nous surplombe tous, entre guillemets, qui vient taper dans sa fenêtre. Et le fait que cette personne, dans sa vie, bouge sa fenêtre, bouge son cadre, vient te perturber dans ton quotidien. Et tu te retournes et tu découvres son existence à cette personne. Ou tu découvres ce qu'elle est en train de faire. Voilà, pour filer un peu la métaphore de l'immeuble et des fenêtres dans ce film, ça me fait cet effet-là. Donc c'est magnifique. Voilà, je le répète, je le dirai jamais assez. Je suis très content d'avoir pu le voir, ce film. Je suis vraiment... merci Arte de mettre à disposition ce film. C'est une baffe humaniste. Pas au sens l'humanité supérieure, mais c'est une baffe d'humanité, si vous voulez. Et voilà, je suis content de pouvoir en parler, de pouvoir vous le recommander. Et j'espère que voilà, vous êtes peut-être à la recherche d'un film à regarder ce soir, aujourd'hui, demain, peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. Peut-être que voilà, vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous recherchez pas forcément quelque chose à voir. Mais maintenant, vous savez que vous avez à portée de clic, à portée de main, quelque chose d'enrichissant, d'intime, mais d'universel à la fois, de potentiellement politique, évidemment. Mais c'est un cadre politique, enfin c'est un prisme politique individuel. De ce fait, on dépasse la question seule de la Russie et de la culture de la Russie et de la vie dans certains quartiers russes. Enfin, voilà, c'est juste un film humain. Et donc je suis très content de pouvoir en parler et de m'être motivé à faire cette vidéo. Parce que j'ai pas refait de vidéo récemment. Je voulais présenter un groupe méconnu, mais ça m'a pas inspiré des masses finalement le son que ce groupe produit. Donc je veux pas être hypocrite non plus quand je présente quelque chose. Je préfère partager une vraie adhésion, une vraie passion, un vrai encouragement, quelque chose de volontaire. Donc je me suis dit, allez, cette fois ce sera cinéma. C'est pas un film méconnu au sens où il est soutenu, c'est pas une petite réalisatrice qui n'a pas du tout de moyens. Maintenant, le film est là, la distribution s'est enclenchée, les festivals soutiennent. Donc, je suis pas là, je suis pas venu là pour sauver un film et pour lancer une carrière, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis conscient du fait que beaucoup de gens passent à côté de ce film, à mon sens, à mon avis, sous prétexte. Ah, ça marche pas ce truc-là, dommage. Je voulais me mettre en plus grand sur l'écran, mais j'ai pas du tout préparé de layout ou d'overlay pour ça récemment, donc tant pis. Parce que ça doit être chiant à force de me voir dans une toute petite lucarne, tu vois. Donc, à moins que ce soit suffisant, tu vois, parce que t'as eu ma gueule. Donc, bref. Si je commence à divaguer comme ça, c'est que j'en ai dit assez. Donc, je vous laisse. euh, Chers amis et chères amies, j'espère que ce que je vous ai raconté sur ce film vous a donné envie de vous y intéresser. J'espère que vous comprenez que c'est de l'honnêteté. Je suis pas en train de vous mentir sur le fait que c'est une fresque humaine. Je suis pas en train de vanter les mérites d'un film qui serait de la propagande politicienne dans le but de vous remonter contre Poutine et la Russie, parce que ce film ne produit pas du tout cet effet-là. C'est-à-dire, non. Tu peux être pro-Poutine et aimer ce film. Tu peux être anti-Poutine et aimer ce film. On s'en fout complètement. C'est pas du tout la question. Et j'en veux un petit peu au journaliste de France Info qui a fait ce sujet et qui l'a orienté de cette façon, franchement, pas bien, quoi. Pas bien. Donc voilà, rappel, le lien est dans la description. Vous êtes à un clic ou deux de faire play et de regarder ce film magnifique. Donc allez-y. Mettez-vous-le de côté sinon et regardez-le, vous avez jusqu'au 18 février 2023, j'ai presque pas envie de le dire parce que quand tu dis qu'il y a une deadline, généralement on a envie d'aller jusqu'au bout et de faire les choses au dernier moment. Donc je vous ai dit jusqu'à quand il est disponible, mais on va faire genre, il est disponible encore 15 jours sur Arte, ok? C'est pas vrai mais je vous le dis, mettez-vous ça dans le crâne, pendant 15 jours ce film est disponible gratuitement sur Arte, en HD avec des sous-titres français bien entendu. La bande-annonce, il y a des sous-titres anglais, mais le film est sous-titré en français. Et il est magnifique. Donc,
allez-y. Et si vous allez voir ce film, si vous le découvrez, grâce à moi ou grâce à quelqu'un d'autre, mais si j'ai pu vous le faire découvrir et que vous l'avez apprécié, je vous serais hyper reconnaissant de lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir de constater que j'ai pu envoyer des spectateurs vers ce film et de savoir que j'ai permis de procurer des émotions en le recommandant. Donc voilà. Très bonne soirée, très bonne journée, très bonne année si je fais pas de vidéo d'ici là. Et bravo Marussia, bravo Marussia. J'essaie une dernière fois. C'est une dernière fois, mais bon. Bravo Marussia Siroeshkovskaya. Siroeshkovskaya. Marussia Siroeshkovskaya. T'es passé chez Soch? Pardon. Marussia Siroeshkovskaya. Un film magnifique. Allez voir ce film tout de suite.